Bonjour Hélène Carrère d'Ancos. Bonjour. Membre de l'Académie française dont vous êtes la secrétaire perpétuelle. Ravi de vous accueillir. On va parler de votre livre incroyable sur Alexandra Kollontai, une sorte d'héroïne russe absolument magique. Mais d'abord, cette histoire de carte d'identité. Je ne veux pas vous demander vos papiers, Hélène Carrère d'Ancos, mais... Une carte d'identité. Oui, mais vous avez protesté, j'allais même dire au-delà. Vous portez l'affaire en justice parce que la prochaine carte d'identité française va être écrite en français et en anglais. Non seulement la prochaine, c'est-à-dire que les cartes sont imprimées déjà. C'est ça le problème. Et on commence à les délivrer. Or, une carte d'identité, elle s'appelle carte nationale d'identité. Oui. C'est-à-dire c'est un document français. Et identité, ça veut dire c'est l'identité. C'est vraiment ce que nous sommes. Oui. Nous sommes des Français. Donc l'Académie, c'est une première. Porte l'affaire devant les autorités administratives et politiques du pays. Oui, mais ça, vous savez, l'Académie française qui existe pratiquement depuis 4 siècles, jusqu'à présent, quand elle estimait qu'il y avait un problème avec la langue, elle s'exprimait en faisant des déclarations. Maintenant, ça ne sert plus à grand-chose de faire des déclarations parce que tout le monde parle, donc on n'entend plus rien. Et véritablement, nous avons décidé qu'il fallait agir, et agir vite. Et l'Académie est après tout une personne morale qui est fondée à porter une affaire en justice devant la justice administrative. Et c'est nécessaire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous attaquez, on va dire, en quelque sorte, l'État français, vous, l'Académie française. Nous attaquons non pas l'État français, mais les responsables d'une décision complètement stupide qui est contraire à la Constitution, qui est contraire à une loi, qui est la loi Toubon, qui porte sur l'usage des langues, et par conséquent, elle est contraire au droit français et à la Constitution, enfin à l'article 1 de la Constitution, qui dit que le français est la langue de la République, c'est-à-dire des actes administratifs, etc. Et c'est contraire aussi à ce que demandait l'Europe. Enfin, l'Europe n'a rien demandé de semblable, elle n'a pas demandé qu'on fournisse... Il n'y a pas une directive, une fameuse directive qui dit qu'on doit mettre sur la carte d'identité à la fois la langue, évidemment, du pays, mais aussi une autre langue ou plusieurs autres langues reconnues en Europe. Non, ce qu'on a demandé, ce que le Parlement européen a demandé, c'est que sur le document d'identité, il y ait le titre traduit dans une des langues de l'Union. Moyennant quoi, quelqu'un s'est mêlé de traduire la totalité de la carte d'identité, ce qui était très injurieux et contraire, une fois de plus, à l'article 1 de la Constitution. Et de surcroît, on a pris une seule langue, l'anglais, langue du pays qui est sorti de l'Union européenne. Oui. Et qui est parlé par 1% à peu près, officiellement 1% d'habitants en Europe. Absolument, mais en plus... Juridiquement, l'Union européenne ne comporte plus la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, l'anglais est là par commodité parce que c'est une langue de communication, ça reste. Mais c'est justement une des langues de l'Union. Il n'est pas logique, on pouvait prendre l'allemand, on pouvait prendre l'espagnol, on pouvait prendre ce que vous voulez, mais une fois encore, ne traduire que le titre. Oui. Donc vous demandez qu'on arrête de produire ces cartes d'identité-là et qu'on ne produise plus que des cartes d'identité avec seulement le titre traduit. Absolument, c'est ce qui Dans quelle langue vous souhaitez-vous, Madame Carrère d'Ancos, que ce soit traduit? Ça peut être traduit, ou ça peut rester en anglais. Moi, je pense que s'il y avait 2 langues, ça serait mieux, parce que c'est le plurilinguisme auquel nous sommes très attachés. On peut faire ça en allemand, en espagnol, en tout ce qu'on veut. Mais enfin, il faut cesser de se soumettre à l'idée qu'il faut être totalement anglophone et oublier la langue française. Oui, et aussi de se soumettre à l'Europe. Au fond, vous dites que le droit français prévaut sur le droit européen? Non, ce n'est pas une affaire de droit français. Là, le droit, ce n'est pas une bagarre entre le droit français et le droit européen. L'Europe demande quelque chose de très simple. Ça, on peut le comprendre, que les gens aient une carte qui soit compréhensible partout, c'est-à-dire qu'on comprenne de quoi il s'agit. Si on met le titre dans une des langues de l'Union européenne, ça suffit. Oui. Mais pas le contenu. Et donc vous demandez à Jean Castex, le Premier ministre, de vous répondre. Il ne vous a pas répondu encore? Il ne m'a pas encore répondu. Le malheureux, je dois dire qu'il a reçu ça pendant les vacances de Noël, qu'il est confronté à des tas de choses. Mais enfin, j'attends, ça va venir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous pensez qu'il va vous donner raison? Alors ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me mettre à sa place. Ou je suppose qu'il consulte et qu'il répondra en ayant bien réfléchi. Alors, de 2 choses l'une, où il estimera qu'il peut désavouer
je ne sais qui. Oui. Puisque Et il peut désavouer toute l'Académie française, les 40 de l'Académie française? Non, il ne s'agit pas de désavouer l'Académie française. Tout ce qu'il peut faire, c'est désavouer la personne qui a fabriqué, qui a pris la responsabilité de cette décision. L'Académie française, il peut tout juste dire, écoutez, je ne peux pas parce que, etc. À ce moment-là, on le lui a dit, on aura le regret d'aller en justice devant la... C'est-à-dire, vous auriez un recours, jusqu'au bout, en fait, vous êtes déterminé. Ah, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, il était courtois, avant de lancer le recours, de laisser la chance au Premier ministre de régler l'affaire tout à fait pacifiquement, en reconnaissant que c'était une disposition contraire à la Constitution, contraire à la loi Toubon, n'était pas acceptable. Oui, alors que ça ne sera pas rétroactif si ça change, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà reçu une carte comme ça vont la garder. On verra comment ça se passera, mais moi j'attends la suite de l'histoire, parce que ça va être très intéressant. C'est intéressant aussi pour l'Académie qui a décidé que... L'Académie, elle est moderne. Quand on a près de 4 siècles, on s'adapte. Elle a constaté qu'aujourd'hui, il ne servait à rien de faire des discours, de faire des proclamations, d'écrire des déclarations, qu'il faut des actes. Et bien l'acte, il est là. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites que l'Académie a constaté qu'on fait beaucoup de discours, notamment pour défendre la francophonie. Et là, vous dites, voilà un acte qui montre qu'on ne défend pas la francophonie. Parce que vous, la francophonie, vous êtes très attaché. Ça concerne aussi la francophonie. Aux yeux de la francophonie, je dirais que c'est une démission d'avoir un document national d'identité traduit en anglais, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. C'est de la soumission à l'anglomanie ambiante ou à la volonté de faire... Je crois que il y a des imbéciles qui croient que avoir 3 mots anglais, ça fait très chic, on a l'air d'être savant et d'être à la page. C'est complètement ridicule. La langue française est une langue qui est connue, parlée par des centaines de millions de locuteurs à travers le monde. Et nous trahissons absolument le combat de ces gens qui sont attachés à la langue française et qui font tout pour la faire vivre dans des milieux où c'est pas facile. Mais donc vous dites c'est un vrai combat civilisationnel, identitaire. C'est quoi la francophonie pour vous, secrétaire perpétuel de l'Académie? C'est tout simplement un combat culturel. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que la culture française? Quel est le rayonnement de notre pays? La France est un grand pays. Elle a été, le général de Gaulle l'avait dit, c'était une superpuissance. C'est devenu une puissance très respectable, mais pas une superpuissance. Mais c'est une puissance culturelle. La culture, elle est portée par quoi? Elle est portée par la langue. Et c'est notre langue, c'est notre culture qui fait que nous rayonnons comme ça dans le monde. Alexandra Kollontai, la Valkyrie de la Révolution, c'est votre livre. Je veux vraiment qu'on en parle, c'est chez Fayard, Hélène Carrère d'Encausse, parce qu'alors là, d'abord, évidemment, il y a celle qui est l'historienne de la Russie que vous êtes, de cet empire qui nous a fait rêver à travers vos écrits, bien sûr. Puis là pour le coup, c'est un personnage qu'on ne connaissait pas, et vous le reconnaissez d'ailleurs dès le début du livre, qu'on ne connaît pas, alors qu'on découvre un destin romanesque absolument faramineux. Mais qui était Alexandra Kollontai pour que vous ayez tellement envie de nous la raconter? C'était quoi, à la fois une féministe, une combattante, une femme libre, la première membre du gouvernement de Lénine, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui fait tomber tous les clivages. Eh bien, je vais vous dire, c'est une femme comme on a peu d'exemples de personnalités de cette dimension. Enfin, il y en a quelques-unes dans le monde, et il y en avait pas mal dans le mouvement socialiste européen au début du XXe siècle. Des natures comme ça, comme Rosa Luxembourg, etc. On a complètement effacé tout cela. Alors, Alexandra Kollontai a tenu une place considérable dans l'histoire de l'État soviétique. Je dirais dans toute l'histoire de l'État soviétique. C'est une aristocrate. Oui. Qui va renier son milieu, qui va se libérer de tout ça. Elle va rompre avec son milieu, mais au fond, elle appartenait à une famille qui déjà était... il faut comprendre ce que c'est que la Russie. La Russie du début du XXe siècle, elle était agitée par des courants révolutionnaires. Même l'aristocratie était porteuse d'une vision moderne de l'histoire. Et Alexandra Kollontai représentait pas mal ce milieu. Et elle a rompu avec ça. Elle s'est passionnée très tôt pour les idées socialistes. Elle incarne aussi ce que sont les femmes de Russie à cette époque-là. Les femmes de Russie, ce sont des femmes très fortes. La femme russe, c'est connu. Les écrivains russes l'ont très bien dit. Ces femmes russes étaient hantées par l'idée... nous sommes au début du XXe siècle, à l'époque où les femmes ne fréquentaient pas tellement les universités nulle part, où elles n'avaient pas de place dans la société. Bon, dans toute une société, notamment dans la société aristocratique, dans une certaine bourgeoisie,
les femmes voulaient étudier. Il y a des disciplines qui leur étaient fermées ou c'était compliqué, donc elles allaient en Suisse en général, à Zurich de préférence. Alexandra Kollontai, très tôt, s'est aperçue de l'injustice sociale, elle a été perturbée par ça, et elle a souhaité étudier le socialisme. Oui. Et elle va participer, évidemment. C'est une oratrice tribun, on va dire. Elle va participer à ce mouvement, comme ça, qui va marquer très vite, le siècle. Elle a découvert qu'il ne suffisait pas d'étudier, qu'il fallait se lier au mouvement. Elle s'est passionnée pour le socialisme. Elle s'est trouvée d'abord, parce que le socialisme russe était divisé entre celui qui a été très tôt le chef de file, c'est-à-dire Lénine, qui était l'homme qui voulait imposer la prise de pouvoir par un parti, etc., et puis des socialistes qui étaient plus proches du socialisme européen, plus réformistes, qui entendaient, je dirais, associer la société à tout ça. Elle a d'abord été dans la tendance qui n'était pas la tendance léniniste. Et puis, la révolution est arrivée, et elle s'est retrouvée à ce moment-là aux côtés de Lénine. C'est-à-dire que dans la biographie de cette femme issue de l'aristocratie, on trouve d'abord une marche intellectuelle vers le socialisme, et elle est très tôt connue déjà de tout le socialisme européen. Elle se manifeste très tôt, les grandes figures l'avaient repérée. Et à l'heure de la Révolution, elle fait partie, à l'heure du coup d'État d'octobre, elle fait partie des 10 personnes qui étaient autour de Lénine et qui ont décidé le coup d'État. Ce qui est tout à fait formidable. Oui, elle est la seule femme. Je veux dire, au-delà de ça, elle va être la seule femme dans ce gouvernement. Elle est la première femme ambassadrice. Absolument. Oui. Elle a été, Lénine l'a prise comme ministre. Et alors, vous savez que dans le pouvoir soviétique, il n'y a eu, après la mort de Staline, il n'y a eu aucune femme au gouvernement. Il y avait eu elle, et puis en 1963, il y a eu une femme ministre de la Culture. C'est vous dire que les femmes ne sont pas arrivées tôt au pouvoir. Elle a été ambassadeur, elle a été la première ambassadrice de l'histoire. Et ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Mais en même temps, c'est une femme qui a milité. Elle a très courageusement, elle a été proche de Lénine, puis elle s'est séparée de lui. Elle avait du courage, parce que Lénine s'agaçait d'elle. Lénine était très choqué, c'est-à-dire elle a rejoint ce qui s'appelle l'opposition ouvrière, ceux qui se sont élevés dès 1921. Tout de même, le coup d'État, c'est octobre 1917. Dès 1921, toute une fraction des bolcheviks considère que Lénine organise une dictature du parti sur la société et qu'il a confisqué le pouvoir à la classe ouvrière. Et elle est du côté de la classe ouvrière, cette femme. Et alors, elle a une particularité, c'est qu'elle a un talent oratoire absolument extraordinaire. On l'a d'ailleurs appelée Jaurès en jupon. Oui. Elle était capable de parler dans plusieurs langues et de passer d'une langue à l'autre, de tenir 10 meetings dans le même jour, de parler au public les plus formidables. Lénine l'a utilisé pour parler aux marins quand il avait besoin de les prendre de son côté. Alors, c'était des types très durs. Même Lénine ne pouvait pas en avoir raison. On a envoyé cette faible femme sur les vaisseaux de Kronstadt parce qu'on s'est dit, elle est capable de les mobiliser. Et véritablement, elle suscitait, dans les organisations internationales socialistes, elle suscitait l'admiration du monde par la manière dont elle pouvait passer d'une langue à l'autre avec un talent oratoire exceptionnel. Formidable. Alexandra Kollontai est une féministe et aussi une séductrice et aussi... c'est une grande amoureuse. Et très belle. Elle était très belle. C'était une grande amoureuse. Ça a été une femme qui a eu plusieurs hommes dans sa vie. Elle a été une mère de famille. Elle avait un fils, puis un petit-fils. Elle a vraiment... Je veux dire que c'est une féministe, mais une féministe comme on les imagine mal. C'est-à-dire, les hommes ont tenu une grande... Elle a partagé sa vie avec des hommes, avec une conception particulière. Elle considérait que l'amour doit se compléter par une vocation politique commune. C'est pour ça qu'elle disait, l'amant est un amant camarade. C'est fondamental, ça. C'est-à-dire que on ne partageait pas simplement les distractions, mais on partageait la vocation à changer le sort du monde. Et justement, elle pensait que ce qui pouvait changer le destin des hommes, et particulièrement le destin des femmes, c'est la révolution. Pour elle, le féminisme, c'était pas de se battre pour que les femmes aient des places, pour qu'elles soient les égales des hommes en salaire, etc. Non, les femmes devaient se battre pour être reconnues comme des personnalités autonomes, totales, qui ont droit à tout, non pas contre les hommes, non pas en leur enlevant quelque chose, mais parce que le monde a changé et que la femme, pour se réaliser, doit être libre. Et alors sa grande idée, c'était que la femme peut avoir tout,
un amant, des enfants, il faut qu'elle puisse tout faire. Pour qu'elle fasse tout, il faut que la société vienne à ses côtés. Et là, il ne s'agit pas de prendre la place des hommes, il s'agit tout simplement d'avoir les moyens d'élever ses enfants en même temps qu'on occupe un emploi, etc. Et pour ça, il fallait que la société s'occupe des enfants, qu'elle prenne en charge aussitôt que la femme... Les enfants étaient nécessaires. Kollontai savait qu'une société ne grandit qu'avec la démographie. Par conséquent, il n'était pas question, pour se réaliser, de limiter la maternité. Mais en revanche, il fallait que la société vous débarrasse du problème de la maternité dès que les enfants sont nés. Oui. Et du coup, la femme pouvait librement choisir son destin, partager la vie de qui elle voulait, sans aucune espèce d'entrave, parce qu'ils partageaient le même combat, et avoir tout de même une vie de mère, de femme, une vie complète. Incroyable, elle va réussir cela, Alexandra Kollontai. Elle va, j'allais dire, garder sa liberté même vis-à-vis de Staline. Alors, et qu'au fond, elle va éviter la purge quelque part aussi. Je vais vous dire, plus que garder sa liberté, elle est arrivée malgré tout. Alors que dans ce pays, tous ceux qui ont été aux côtés de Lénine ont été exterminés par Staline. Elle est pratiquement la seule personnalité d'envergure, des 10 qui étaient à ses côtés au départ, et d'envergure, qui est survécue aussi longtemps que Staline, puisqu'elle est morte juste avant lui, mais elle est morte de sa belle mort. Alors qu'en plus, elle était menacée, enfin, elle le sentait. Elle a eu la chance, elle l'a voulu, elle a été, à partir du milieu des années 20, elle a été ambassadeur à l'étranger, quand elle n'a plus été ministre, et elle a été ambassadeur en Norvège, en Suède, au Mexique, et elle restera ambassadeur pratiquement jusqu'aux dernières années où sa santé l'oblige à rentrer en Russie. Ça lui aura permis de jouer pendant la Seconde Guerre mondiale un rôle extrêmement intéressant parce que le pays qu'elle aimait beaucoup, qui était en partie où elle avait ses origines, la Finlande, est un pays qui a été vraiment un des lieux où la rivalité, au moment du pacte germano-soviétique, la rivalité germano-soviétique s'est exercée. Elle a réussi, au fond, c'est elle qui a réussi à éviter à la Finlande, par ses tractations, d'avoir le sort qu'ont eu, après 1945, la Pologne, la Hongrie, etc. C'est-à-dire, elle a réussi à négocier pour la Finlande un statut de neutralité. La finlandisation, ce concept dont ont rêvé tous les pays d'Europe de l'Est dans les années soviétiques, jusqu'en 1990, Kollontai a joué un rôle dans l'élaboration de ce destin pour la Finlande, qui aurait sans ça été un pays occupé tout simplement par l'armée soviétique. Mais si vous voulez, première femme ministre, première femme ambassadeur, première femme négociatrice, grande féministe, et arrivée à survivre jusqu'au bout. Et alors ce qui est formidable, je voudrais le dire tout de même, parce qu'on peut se poser la question, comment est-ce qu'elle a survécu ? Eh bien, elle a survécu, certes en faisant des accommodements avec Staline, mais sans jamais faire une saleté. C'est-à-dire que c'est la seule personne, quand vous relisez l'histoire soviétique, tous ces malheureux bolcheviks, ils ont été obligés de se dénoncer. Tous ces grands hommes, en fait, c'était une génération de gens formidables. Or, par peur de Staline, parce qu'ils étaient torturés pour tout ça, dans tous les procès, ils accusaient leurs compagnons de lutte. Elle n'a jamais dénoncé personne. La limite, c'est qu'elle n'a jamais fait des concessions sur le dos des autres. Elle a voulu rester, et ça c'est très important, ce qu'elle a souhaité. Elle n'a pas voulu émigrer. Elle n'a pas voulu aller se cacher à l'étranger, comme certains. Pour Trotsky, on l'avait expédié à l'étranger. Elle savait très bien que ça servait à rien. On n'était pas protégés. Staline est allé le faire tuer au Mexique. Mais elle a voulu rester dans son pays ou servir son pays. Elle a voulu garder aux yeux de la société russe, de sa société, de ses compatriotes, l'image d'une bolchevique pure, qui n'a jamais trahi la cause et qui n'a jamais trahi les siens. Merci. Hélène Carrère d'Ancos, je vous conseille ça. Alexandra Kollontai, la Valkyrie de la Révolution chez Fayard. C'est un livre absolument remarquable, un destin de femme époustouflant, comme un roman qui nous plonge dans l'histoire comme vous savez le faire. Merci beaucoup Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, d'avoir été notre invitée. Merci de m'avoir invitée.